Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le jeudi 14 novembre 2024. Bienvenue à cette édition du 1945 et c'est parti pour les titres de ce journal. Ce soir, on fait un arrêt à la cité Rane d'Adjamé où les habitants dénoncent l'occupation arbitraire de leurs terres. Puis on revient sur l'affaire de l'intoxication alimentaire qui serait causée par un gâteau d'anniversaire à Adiopo-Doumé. Les victimes accusent, la boulangerie se défend. Enfin, ce dimanche, ce sont les élections législatives au Sénégal. La diaspora en Côte d'Ivoire se prépare. Nous sommes allés à leur rencontre. Comme annoncé en titre, les habitants de la cité Akanran dans la commune d'Adjamé crient leur ras-le-bol depuis le mois de septembre dernier. Ils se sentent impuissants face à une recolonisation de leur cité par les commerçants et la construction de plusieurs magasins sur une superficie de plus d'1 hectare. Ces habitants qui craignent l'insalubrité et l'insécurité appellent les autorités à l'aide pour retrouver la quiétude d'antan. André Assemian, Ahmed Badini et Félicien Biaou. Nous nous trouvons dans la commune d'Adjamé, plus précisément dans le quartier d'Akanran. Autrefois considéré comme un lieu de tranquillité et de repos, ce quartier est aujourd'hui en proie à de graves perturbations, laissant ses résidents désorientés. Ce matin-là, nous avons rencontré le syndicat des propriétaires et des habitants de cette cité. Ils sont à la recherche de solutions pour mettre fin au désordre et à l'insécurité qui règne dans leur environnement. En effet, depuis septembre dernier, le quartier subit une recolonisation par les commerçants, entraînant un accroissement du bruit et des constructions de magasins sans autorisation. J'avoue que l'inquiétude, c'est tout à ce niveau. Une cité dortoir, où peut-être, n'est-ce pas, nous autres retraités avons besoin de nous reposer tranquillement. Et puis, on nous fait boire ce genre de saletés-là, vraiment, c'est inquiétant. J'avoue qu'avant-hier, on a découvert, n'est-ce pas, un corps inerte, n'est-ce pas, dans la cité. Bon, ça a été ramassé hier soir. Bon, malheureusement, c'est pas gai, c'est pas du tout gai. Érigée dans les années 70, cette cité de 135 appartements offrait un cadre de vie serein. Aujourd'hui, l'inquiétude des résidents provient principalement de la construction de magasins s'étendant sur plus d'1 hectare, ce qui pourrait entraîner divers désordres et une insécurité accrue selon les habitants. Comment en est-on arrivé à cette situation? Actuellement, nous ne sommes pas en sécurité, ils sont à violer nos femmes, ils sont là pour prendre pourtant nos filles et ils veulent construire encore un marché. Est-ce que nous pouvons vivre aisément dans ça? Nous avons appuyé, nous sommes allés jusqu'au ministère de la Construction et il y a eu une délégation de la construction qui est venue pour mettre fin aux travaux. Mais grande a été notre surprise de voir qu'après leur départ, même pas 5 minutes, ils ont commencé à travailler. Inquiets pour l'avenir, les habitants de la cité Rane ont exprimé leur mécontentement ce jeudi 14 novembre. À ce jour, l'identité de la personne à l'origine de ces constructions reste inconnue. Les résidents demandent aux autorités d'accorder une attention particulière à la situation qui prévaut dans leur quartier, car toutes les démarches entreprises pour résoudre ce problème se sont soldées par des échecs. Nous avons un bâti qui est là. Nous ne savons même pas au jour d'aujourd'hui, je ne sais même pas qui construit. Qu'ils viennent nous aider à clôturer notre cité. S'ils veulent nous rendre du service, qu'ils enlèvent ça. Parce qu'on ne peut pas admettre qu'un marché soit construit dans une cité. En Côte d'Ivoire, la gestion des copropriétés est régie par la loi numéro 65 du 2 juillet 1965 et le décret d'application numéro 66 du 14 octobre 1966. Cette législation confie au syndic de copropriété la responsabilité de la bonne gestion des cités. Le syndicat des copropriétaires de la cité Rane Akan d'Adjamé se retrouve démuni, impuissant face à des violations de leurs droits et appelle à l'aide des autorités. Revenons maintenant sur l'affaire de l'intoxication alimentaire liée à un gâteau d'anniversaire qui a entraîné plusieurs admissions aux urgences. Nous nous sommes rendus à Adiopo-Doumé pour rencontrer les victimes, mais aussi à la boulangerie mise en cause dans cette affaire. Et vous allez le voir dans ce reportage, les victimes persistent dans leurs accusations, tandis que la boulangerie refute le réquisitoire. Kélina Lemonsouré et Karel Dablé. À Adiopo-Doumé, dans le quartier Moscou, l'intoxication alimentaire de plusieurs enfants a profondément bouleversé de nombreuses familles. Ce matin, les chefs de famille se sont réunis pour discuter et tenter de comprendre le drame qui a frappé leur communauté de manière soudaine. Sur le lieu de l'anniversaire où l'incident s'est produit, une jeune femme se remémore le moment où elle a acheté le gâteau. Quand il s'est acheté, quand il s'est arrivé, il a dit à la fille que le gâteau 5 000.
Elle dit que oui, non. Quand elle m'a donné, elle dit qu'il ne faut pas qu'elle dise ça, c'est là, que c'est pas trop ça. Elle lui a demandé comment. Elle dit que non. Je sais qu'elle va prendre pour écouter non, que ça, c'est pas trop ça, qu'il ne faut pas qu'elle dise ça. Dans ma mère, elle a compris. Quand on va vers 17h, elle a mis au frigo, vers les 18h, on a pris, on a envoyé. On a coupé le gâteau, mais c'était déformé déjà, mais on a coupé. Quand on a coupé, on va partager le gâteau. On a donné à presque 62 personnes. On a donné à tout le monde et ils ont mangé. Bakary Bamba, l'un des parents de victimes, est convaincu que c'est la boulangerie du coin qui est à l'origine de cette situation. Le chef du quartier, quant à lui, demande qu'une enquête soit menée afin de situer les responsabilités. Ce qui certifie que vraiment le gâteau est le responsable de cette crise-là, parce qu'il y a des personnes qui ont reçu le gâteau à domicile. Elles n'étaient pas sur le lieu. C'est ce qui est le problème. La celle même qui est venue avec le gâteau de la boulangerie, là, elle avait sa part. Elle allait à la maison avec ça et puis l'autre a consommé avec elle. Mais si elle se retrouvait dans le même lot que les enfants qui présentaient les mêmes symptômes, donc logiquement, le monsieur, il n'a qu'à reconnaître que vraiment c'est provenant de chez lui. Sinon, dans ce sens-là, il faut une enquête globale pour savoir ce qui est là. Moi, ce qui m'a connaît, c'est pour prier Dieu à ce que tout cela soit en ordre. Peu après, nous nous dirigeons vers la boulangerie mise en cause dans cette affaire. Une équipe d'inspection arrive quelques minutes plus tard. Le docteur de la direction des services vétérinaires nous explique avec une certaine réserve les résultats de son inspection. Nous devrons d'abord faire le point au supérieur, leur dire clairement, puisque c'est une investigation scientifique. Ensuite, les instructions qui sortiront, je pense que nous allons faire un rapport bien élucidé et puis pour informer à travers nos supérieurs la population. Les responsables de la boulangerie rejettent les accusations des victimes sur leur établissement. Selon eux, c'est un sabotage pour nuire à leur réputation. Et pour un gâteau de 3 500 francs, c'est maximum 5-6 parts. Même si on va essayer de le diviser encore en des parts un peu plus petites, ce n'est pas évident que ça puisse atteindre même 20 parts. On trouve un peu exagéré. Donc nous avons essayé de mener les actions afin de pouvoir avoir des rapports médicaux prouvant qu'effectivement les produits intoxiqués viennent de chez nous. Parce qu'au cours d'un anniversaire, il y a beaucoup de nourriture qui sont servies à l'anniversaire. Il y a de la boisson, il y a d'autres nourritures à part le dessert qui ont été servies ce jour-là. Donc rien ne garantit que l'intoxication vient forcément de nos produits. En attendant les résultats des services d'hygiène, les victimes continuent de souffrir de douleurs et ne sont pas complètement rétablies. Pendant ce temps, leurs proches doivent faire face au poids des ordonnances médicales. On poursuit. Le paysage entrepreneurial en Côte d'Ivoire est marqué par une forte présence de jeunes dans le secteur informel, représentant environ 78% des travailleurs. Toutefois, l'accès limité au financement et le manque de formation entrepreneuriale posent des défis importants. Pour améliorer cette situation, il est crucial d'intensifier les efforts visant à fournir un soutien financier et éducatif aux jeunes entrepreneurs afin qu'ils puissent transformer leurs idées en entreprises durables. C'est tout le sens, en tout cas, de la rencontre entre les jeunes entrepreneurs canadiens et ivoiriens qui s'est récemment tenue à Azagué. Les détails avec Cécile Tonisila et Mohamed Sen. Au Canada, il existe une pléthore de programmes qui permettent aux jeunes de 14 à 17 ans de créer leur propre entreprise avec des conseils d'experts et même un soutien financier. J'ai créé mon entreprise avec mon ami, dans le fond, l'année dernière. C'est une entreprise de filtres à eau ajustables au robinet, principalement pour les pays en développement qui n'ont pas accès à l'eau potable. Je suis au secondaire. En fait, moi et ma sœur, nous avons créé une entreprise de tondeuse à gazon électrique et automatique. Donc, c'est écologique. Et en fait, notre but en faisant ça, c'était vraiment d'économiser du temps et de l'argent aux gens. Pour ces jeunes Canadiens, c'est une expérience unique en terre ivoirienne. Ils se sont rendus à Azagué, dans ce champ école de l'Institut international des affaires en entrepreneuriat. Ici, ils ont goûté l'expérience ivoirienne de la transformation du cacao. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao au monde. Et moi, en tant que Canadien, des fois, je mange des barres de chocolat. Puis quand je vois sur les barres de chocolat que c'est marqué « Made in Suisse », « Made dans un autre pays », que le pays qui produit lui-même le cacao. Donc moi, ça allume des petites flamèches et ça me dit mais comment on peut contribuer pour assurer que cette transformation se fasse également ici en Côte d'Ivoire. Et nous, dans notre optique, à travailler avec l'organisation, c'est de voir est-ce qu'on est capable de s'assurer qu'on amène les ressources pour faire en sorte que cette transformation puisse se faire ici en Côte d'Ivoire. Environ 78% des travailleurs du secteur informel en Côte d'Ivoire sont âgés de 15 à 35 ans. Et parmi ces jeunes, environ 48% sont engagés dans des métiers artisanaux de service. Le partage d'expériences entrepreneuriales entre jeunes ivoiriens et canadiens
représente une opportunité unique pour renforcer les capacités entrepreneuriales, favoriser l'innovation et créer des ponts culturels. Suite à l'échange avec nos confrères, nous n'avons pas de la connaissance approfondie, mais grâce à leurs explications, nous avons vraiment retenu beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat. Le contraste entre le soutien aux jeunes entrepreneurs au Canada et les défis rencontrés par leurs homologues ivoiriens est frappant. Alors que le Canada offre une multitude de ressources et d'opportunités pour encourager l'entrepreneuriat dès le plus jeune âge, la Côte d'Ivoire doit encore développer ses infrastructures et ses programmes pour soutenir efficacement ces jeunes entrepreneurs. Cette différence souligne l'importance d'investir dans l'éducation entrepreneuriale et l'accès au financement pour favoriser un environnement propice à la création d'entreprises en Côte d'Ivoire. Ces jeunes Ivoiriens seront connectés avec des jeunes entrepreneurs canadiens. On ne sait jamais. Donc, des affaires peuvent développer ici en partenariat avec des entreprises canadiennes. Ils viennent en prospection parce qu'ils savent qu'il y a du potentiel dans notre pays. En mutualisant leur savoir-faire et en s'appuyant sur un écosystème favorable, ces jeunes peuvent non seulement réussir individuellement, mais également contribuer au développement économique de leurs pays respectifs. Ce dimanche 17 novembre, soit 8 mois après l'élection du président Bassirou Diomaye Faye, les Sénégalais retournent aux urnes pour des législatives anticipées. Il sera question de renouveler les 165 sièges de l'Assemblée nationale. En Côte d'Ivoire vit l'une des plus importantes communautés sénégalaises en Afrique de l'Ouest, soit environ 100 000 recensés selon les juridictions. À 3 jours de cette élection, nous sommes allés à leur rencontre. Un reportage signé Cécile Tonisila et Mohamed Sen. Abidjan, nous sommes à Treichville, au quartier baptisé France-Amérique. L'avenue 8 abrite la bijouterie de Mamadou Seck. Ce matin, Mbaye Seck, son petit frère, effectue sa tâche sous l'œil distrait de Mamadou qui semble très préoccupé. Il suit de près le développement politique au Sénégal. Nous sommes impliqués parce que c'est là-bas qu'on vote les lois. Si le gouvernement veut faire quelque chose, il faut que les lois soient données à l'Assemblée nationale. S'il ne vote pas ça, c'est un blocage. Donc il faut que le gouvernement ait une majorité pour pouvoir gouverner correctement. Changer les lois, parce qu'il y a des lois liberticides qui sont là-bas, il faut les changer. Mais il faut une majorité. S'il n'y a pas de majorité, comment on peut changer ça? On veut un changement radical. Les frères Seck sont arrivés en Côte d'Ivoire il y a plus de 40 ans. Ici, ils ont pris racine, mais dans leurs veines coule le sang de la Teranga. Inquiets de la situation politique dans leur pays, ils attendent des changements concrets. Très bon climat. Oui, le bon climat. Bon, je vais vous montrer ma nièce qui est là. Voilà, elle a voté pour les présidentielles. Elle va voter aussi pour les législatives. Sans faire les campagnes au rond-point, ça va faire les campagnes. Maintenant, dimanche, Inch'Allah, on va voter. Les membres de la famille Seck font partie des 3082 électeurs sénégalais que compte la commune de Treichville, répartie sur 6 bureaux de vote. La communauté sénégalaise en Côte d'Ivoire se prépare activement pour les élections législatives anticipées au Sénégal. Plusieurs kilomètres plus loin, nous sommes aux 2 plateaux Cocody. C'est ici les bureaux du consulat général du Sénégal en Côte d'Ivoire. À la Décena, où la délégation extérieure de la Commission électorale nationale autonome, Mamadou Cissé et son équipe peaufinent les derniers détails. 20 177 électeurs sénégalais ont été recensés en Côte d'Ivoire, dont 13 155 pour le Grand Abidjan et 7 023 à l'intérieur du pays. Ils seront répartis sur 69 bureaux de vote. Le chargé d'affaires Mohamed Ignan, en poste ici depuis 4 ans, met les petits plats dans les grands pour que tout se déroule bien le jour du scrutin. Il faut dire que c'est les mêmes fichiers, les mêmes électeurs qui avaient voté lors des présidentielles du mois de mars qui vont encore voter parce qu'on n'a pas eu le temps de faire de révision exceptionnelle des listes électorales. Pour les cartes d'électeurs également, nous avons pris les cartes d'électeurs qui étaient en souffrance au niveau du consulat et on a fait le tri pour les bureaux. Disons, les superviseurs ont emporté avec eux les cartes qui étaient en souffrance ici. Pourquoi? Parce que ces cartes-là, les électeurs peuvent le jouer jusqu'au jour du vote. Ils peuvent aller pour récupérer. Les bureaux de vote, nous n'avons pas tout le matériel avec nous. Il y a un certain matériel de l'État ivoirien qu'il met à notre disposition. Mais aussi au niveau de la sécurisation des bureaux de vote, ça aussi c'est l'État ivoirien qui va s'en charger. Et nous les remercions vraiment pour cet appui. Les élections législatives au Sénégal utilisent un système mixte
combinant le scrutin majoritaire à un tour et le scrutin proportionnel pour élire les 165 députés de l'Assemblée nationale. Le scrutin promet d'être serré entre le parti au pouvoir et les coalitions d'opposition. On poursuit cette fois à l'international. À quelques jours des élections législatives au Sénégal, la campagne bat son plein entre rassemblements populaires et stratégie politique, alors que le pouvoir et l'opposition multiplient leurs efforts pour mobiliser les électeurs. Au Tchad, le gouvernement intensifie ses actions en faveur de la sécurité avec l'opération de rapatriement de mendiants étrangers. Et de leur côté, les habitants du Tigré en Éthiopie luttent toujours pour une paix effective 2 ans après les accords de Pretoria. Les détails avec Karel Dablé. Au Sénégal, la campagne pour les élections législatives du 17 novembre entre dans sa phase finale avec une intensification des efforts de mobilisation. À Dakar, l'opposition privilégie une approche de proximité en faisant du porte-à-porte, tandis que le camp au pouvoir organise de grands rassemblements pour démontrer sa force populaire. La campagne est marquée par des controverses liées au ralliement de certains opposants au camp présidentiel, notamment au sein du PASTEF, un parti habituellement réfractaire à ces pratiques. Les Sénégalais s'apprêtent à élire 165 députés dans un scrutin où la participation des citoyens jouera un rôle crucial. Cette élection législative revêt une importance particulière dans le paysage politique sénégalais avec des enjeux majeurs pour l'équilibre des pouvoirs. Au Tchad, les autorités ont organisé ce mercredi 13 novembre le rapatriement de 504 mendiants étrangers dans le cadre d'une opération visant à moderniser et sécuriser les espaces publics à N'Djamena, la capitale économique. Sous la supervision d'un comité interministériel dirigé par Bengala Gidjenga, cette initiative a pour objectif d'assainir les espaces publics et de renforcer la sécurité dans la ville, représentant une étape significative des efforts du gouvernement pour améliorer les conditions de vie dans la capitale. 2 ans après la signature des accords de Pretoria visant à mettre fin au conflit dans le Tigré, la situation en Éthiopie demeure précaire. Bien que les affrontements aient officiellement cessé, la présence persistante des forces érythréennes dans les zones frontalières exerce une pression considérable sur les populations locales, en contradiction avec les engagements de retrait. Cette occupation prolongée suscite un sentiment d'abandon parmi les habitants, ravivant les souvenirs douloureux d'un conflit qui aurait coûté la vie à près de 600 000 personnes, selon les estimations de l'Union africaine. La lenteur dans la mise en œuvre des accords maintient les populations dans un état d'incertitude, entravant les perspectives d'une paix durable dans la région. La Côte d'Ivoire va célébrer demain 15 novembre 2024 la 27e édition de la Journée nationale de la paix. Il s'agit d'une journée mémorable instituée par décret le 7 mars 1996. L'enjeu principal est d'inscrire durablement la culture de paix dans le quotidien de tous les citoyens habitants de ce pays. Il est bon de rappeler que nos actes quotidiens, nos projets, nos ambitions doivent rimer avec la paix. La suite du Grand Talk, c'est dans un instant. Excellente soirée sur Live TV. Bonsoir.